Maintenant, je vais vous présenter le dernier scientifique qui là est un philosophe des sciences, un épistémologue qui est enseignant au Mines Télécom Paris. Et Fabrice Flippo va nous parler de qui est responsable. Parce que le réchauffement climatique, on commence à peu près à capter quel est le problème, mais là, il faudrait savoir d'où ça vient. Qui a créé ce problème-là? Donc, nous allons accueillir chaleureusement Fabrice Flippo, qui va nous parler de qui est responsable, l'enjeu de la justice climatique. Big up à lui, Fabrice Flippo. Bon, merci. Je suis pas un ambianceur, je suis désolé. Donc je voulais, bon, on m'a donné 10 minutes pour, disons, donner quelques éléments sur cette question de la responsabilité qui est évidemment directement liée à la question de la justice. Bon, pour aller, donc, vous m'excuserez d'être quand même assez on n'entend pas bien là? Si? Non? Là c'est bon, il faut que je parle comme ça. D'accord. Ok. Donc la bonne nouvelle, il faut aller là? D'accord. Oui, alors la bonne nouvelle, je sais... si, ça y est. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réduire facilement les émissions de gaz à effet de serre. Peut-être que les intervenants précédents vous l'ont dit. C'est-à-dire qu'il est possible d'habiter, de voyager, de se nourrir, d'apprendre toutes ces choses que fait l'humanité depuis le début. Il est possible de faire toutes ces choses-là avec un niveau de carbone qui est relativement bas. Les solutions techniques, si vous voulez, elles sont là. C'est pas un problème technique. Dès lors, il faut identifier le pourquoi on n'adopte pas massivement toutes ces techniques. Je rentre pas dans le détail, hein, mais d'autres, sur tous les stands qu'il y a ici, vous verrez, toutes ces techniques sont présentées. Alors à mon avis, il y a trois freins, hein, et donc trois types de responsabilités. La plus grande responsabilité, c'est quand même le mode de vie dominant. Depuis 150 ans à peu près, nous sommes dans des sociétés qu'on peut qualifier des sociétés de croissance économique, c'est-à-dire que tout est organisé pour produire plus, consommer plus. Alors évidemment, tout le monde n'en profite pas également. Certains travaillent relativement peu et gagnent énormément, et d'autres travaillent énormément et gagnent relativement peu. Il n'empêche que le but général, c'est quand même d'augmenter la consommation et la production, et à partir de là, si vous voulez, il y a une difficulté avec la planète, qui est qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est juste pas possible. Donc quand vous entendez les gouvernements successifs qui expliquent qu'une économie saine, c'est une économie qui a 2-3% de croissance, vous voyez déjà qu'il y a un gros problème. Alors tout ça évidemment, comme dans toute société, la société de croissance a ses positions dominantes. C'est-à-dire des lieux, ça va être des grandes entreprises, ça va être des individus, ça va être des partis politiques. C'est des positions qui peuvent jouer un rôle de blocage ou un rôle de facilitation. Donc vous allez reconnaître très facilement des positions de ce type-là, hein. Donc les grandes entreprises, elles peuvent soit faire du lobbying à Bruxelles pour bloquer toutes les solutions en termes de garantie 10 ans sur les produits, ou c'est ce qu'elles font en ce moment. Elles font du lobbying pour bloquer. Voilà. Moi je suis pas mal comme ambianceur finalement. Ou alors elles peuvent faciliter en disant d'accord, on voit bien qu'il y a un problème, on voit bien qu'il y a une pression, et donc dites-nous ce qu'il faut faire, on veut co-construire la réglementation plutôt qu'être tout seul à l'écrire à Bruxelles et contraindre tout le monde à la suivre derrière. Donc ça c'est un premier type de blocage. Un autre type de blocage est peut-être plutôt au niveau individuel. Alors je vais très vite aussi dans des types de professions et de positions occupées dans la société. Il est bien évident que tant que les modes de vie les plus polluants, qui sont ceux en général les plus dépensiers, qui sont donc ceux des plus riches,
si ces modes de vie sont montrés en exemple de manière assez systématique, déjà en eux-mêmes, ils sont extrêmement impactants, hein, c'est-à-dire qu'un riche, il pollue énormément par rapport à d'autres qui le sont beaucoup moins. Et si en plus c'est le modèle, c'est-à-dire c'est ce vers quoi on tend, alors il faut que je tienne mon temps, mais quand même, je dis un tout petit mot sur les 2 prix Nobel d'économie. Vous avez entendu les prix Nobel d'économie, Paul Romer et William Nordhaus. Paul Romer, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de problème pour une croissance économique de 5 milliards d'années. 5 milliards d'années, d'après lui, de croissance économique. C'est-à-dire, si les pauvres, ils sont pauvres, ils n'ont qu'à bosser, ils n'ont qu'à avoir des idées comme tout le monde. La planète, c'est pas un problème, etc., etc. Donc ces gens-là, cette personne-là a eu le prix Nobel. Faut quand même se rendre compte quoi, du niveau où on est, quoi. Hein. Voilà, donc il y a les riches, il y a les économistes, on pourrait lister comme ça toutes les positions bloquantes. Il y a les partis politiques, le personnel politique aussi, qui veut pas, dont une bonne partie n'a pas envie d'entendre parler de tout ça. Enfin, il veut bien en parler, hein. On voit notre président. En parler, oui, mais faire, alors là, certainement pas. Donc ça c'est un premier blocage. Le deuxième frein, c'est nous. C'est nous, hein. Alors c'est nous, là on a agi. C'est-à-dire qu'on a fait une manif, bon peut-être qu'aussi on va éviter de prendre l'avion, peut-être qu'aussi on va voter pour le parti politique qui défend des politiques climatiques, peut-être que dans nos entreprises, dans nos organisations, bon moi je suis chercheur par exemple, pour faire une belle carrière dans la recherche, il faut prendre l'avion pour aller, pour s'internationaliser comme on dit. Bon j'ai dit à ma hiérarchie, je ne prends pas l'avion, voilà. Tant pis, je parlerai le français. Donc c'est petit, hein, c'est des petits gestes, tout ça, mais au niveau individuel, je vais peut-être, sans être trop long, mais citer un travail d'un psychologue américain qui s'appelle Robert Gifford, dans lequel il a listé quels sont tous les freins en fait à l'engagement dans la lutte contre le changement climatique. Et il liste par exemple l'ignorance, et en France il y a des sondages qui montrent parfaitement que les Français sont très largement ignorants sur la question climatique, et donc que fait l'école, que font les médias. Les sondages sont disponibles, on sait ce que les gens ne savent pas, ça c'est su. Mais dès qu'on rentre un petit peu dans l'information, évidemment ça dérange un peu, hein, vu que les principaux annonceurs c'est les automobiles, voilà, donc ça dérange. Mais bon, tout ça c'est su si vous voulez, hein. Donc ces cognitions limitées, c'est les idéologies politiques, les comparaisons interpersonnelles aussi. C'est-à-dire, ah ouais, j'ai les potes, là, ils sont partis en week-end pour pas cher avec EasyJet à Londres. Ah oui, j'en ai d'autres qui sont partis pour moins cher que des vacances en France, en je sais pas où, enfin en avion aussi pas cher. Bon, et pourquoi pas moi? Vous voyez, la comparaison interpersonnelle, la difficulté de ne pas faire comme tout le monde dans une société de croissance, de dire, bah non, moi j'achète pas comme vous, j'achète pas de la même manière. Et donc ça aussi, c'est quand même c'est un vrai défi, hein, au niveau individuel. Il y a les coûts cachés, c'est-à-dire la peur que ça coûte plus cher. Le discrédit aussi, le discrédit notamment des élites, hein, on le voit dans le vote Trump. Pourquoi une bonne partie des États-Unis ne croit pas dans le changement climatique? Mais c'est en grande partie à cause du discrédit de l'État fédéral. Cet échelon de gouvernance est discrédité très profondément auprès de la population. Donc même les scientifiques, comme c'est des scientifiques fédéraux, les gens n'ont pas confiance et se disent c'est encore une arnaque. Donc vous voyez, tout ça, ça joue aussi dans le manque de mobilisation de la population, les risques perçus aussi, et puis tout ce qui est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire bon, j'achète des lampes basse consommation, mais je les laisse allumer toute la journée parce que ça consomme rien, par exemple, hein, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième frein, le deuxième grand frein. Et puis le troisième frein, c'est aussi les contradictions qu'il peut y avoir entre les différentes mobilisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une mobilisation pour le climat. J'étais mardi dans la mobilisation service public et interprofessionnel, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a une partie des emplois qui étaient défendus mardi qui sont pas très climato-compatibles, hein. Et de la même manière ici, donc quand on dit réduire les émissions de gaz à effet de serre massivement, bah, ça veut dire quand même mettre plein de monde au chômage, ou alors il faut leur trouver du boulot. Et donc il y a comme ça des objectifs, une diversité d'objectifs entre les différentes revendications qui sont pas simples à articuler. Et ça c'est le troisième frein aussi, d'essayer de voir comment on peut articuler ça, trouver des moyens, comme le mot transition est beaucoup employé, mais quand même ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire arriver à trouver des histoires dans lesquelles tout le monde a une place,
Il faut parler à tout le monde, sinon évidemment les gens leur disent le climat c'est bien et puis votre boulot c'est de la merde. Ils vont pas être super motivés, ils vont dire bah, on va commencer par ton boulot, puis après on verra. Vous voyez, donc il faut arriver à trouver une certaine réciprocité comme ça, une certaine manière d'écrire l'histoire en commun, dans lequel on retrouve toutes les personnes et qui peuvent s'exprimer, qui peuvent dire aussi moi je peux faire quelque chose, moi je peux évoluer sur tel ou tel autre métier et ainsi de suite. Voilà, donc je m'arrête là, hein, et je suis dans les temps. J'ai 1 minute. Bon, merci. Alors juste pour conclure, je dirais juste que je m'intéresse à cette question depuis un peu plus de 20 ans. J'ai suivi les négociations sur le climat en 98-99 par là, et qu'on était vraiment très 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 loin d'une mobilisation comme ça, et ça me fait vraiment très plaisir de voir le nombre que vous êtes, le nombre de personnes qui s'intéressent au sujet. Ça fait vraiment du bien. Et j'espère qu'on sera toujours plus nombreux. Merci. C'est grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce message. Je pense qu'on a capté comment commencer la transition et qui était responsable.